Merci ma chère amie. Bonjour à toutes et à tous. C'est un réel bonheur de me retrouver encore une autre fois parmi vous dans cette belle ville avec un programme aussi captivant et tu me mets un programme très riche et captivant. Donc, je remercie le comité d'organisation de m'avoir confié cette intervention sur les rhinites mixtes et je vais cibler essentiellement ce qui m'a été demandé, le diagnostic différentiel et son impact thérapeutique. Et donc, pour vous exposer un peu la complexité du diagnostic des rhinites mixtes, je vais vous projeter le parcours de Madame Sonia. Madame Sonia, ce n'est ni Sonia Toujé ni Sonia Maalej, c'est une autre Sonia qui est âgée de 35 ans, qui est coiffeuse, qui n'a pas d'antécédents de tabac. Ses parents ne sont pas connus allergiques, donc il n'y a pas d'atopie familiale, et sa sœur souffre de problèmes de rhinocellulite chronique. Elle ne rapporte pas de problèmes rhinitiques pendant l'enfance ou l'adolescence, et ce qu'elle décrit, c'est que depuis 5 ans, elle a une obstruction nasale, une rhinorrhée aussi bien antérieure et postérieure, parfois elle éternue et présente des larmoiements. Ces symptômes se sont intensifiés depuis qu'elle a quitté Gasserine, donc une zone rurale en Tunisie, pour s'installer à Tunis. Ces symptômes sont également exacerbés par les parfums forts, les peaux pourries et les produits de nettoyage puissants. Elle remarque que ces symptômes sont plus importants au travail qu'à la maison, donc il y a une exacerbation de ces symptômes sur le lieu de travail. Et depuis qu'elle s'est fiancée, elle est exposée à un chat que son fiancé vient d'adopter et donc elle a constaté une exacerbation de ces symptômes quand elle passe du temps chez lui. Parfois, Sonia ressent une sensation d'oreille bouchée et souffre de maux de tête frontaux et rétro-orbitaires avec une toux incessante et sèche qui coïncide avec l'aggravation de ses symptômes rhinitiques. Elle a eu une exploration par Dr Beji qui a montré des tests cutanés positifs aux fanères d'animaux, donc c'est en l'occurrence des poils de chat, et une hyperréactivité bronchique. Elle consulte son médecin traitant, son médecin de famille, 3 à 4 fois par an pour des infections rhino-sinusiennes récidivantes. Il la met sous corticothérapie locale qui ne l'améliore pas que partiellement et surtout elle a remarqué qu'elle est mieux quand on lui prescrit des antihistaminiques de première génération. Votre diagnostic. Sonia Toujéni. Est-ce que quelqu'un a une idée sur le diagnostic? Certes, non, cette patiente a une rhinite allergique, puisqu'elle a une exacerbation de ses symptômes lorsqu'elle est en contact avec le chat et que les tests cutanés sont positifs aux fanères d'animaux, et en l'occurrence donc les poils de chat. Donc il y a une cohérence entre la symptomatologie clinique et les tests cutanés, et donc on est devant une rhinite allergique. Mais il y a beaucoup d'éléments qui manquent pour dire que c'est une rhinite allergique uniquement IgE médiée, et là on passe à la rhinite non allergique. Effectivement, l'âge de début qui est tardif, qui ne correspond pas à l'allergie, elle n'a pas d'atopie familiale, deuxième élément qu'on recherche pour parler de rhinite allergique. Elle a une exacerbation de ces symptômes en présence d'irritants non allergéniques, en l'occurrence dans les produits de nettoyage et les peaux pourries. Elle a une réponse partielle aux corticoïdes locaux et surtout une meilleure réponse aux antihistaminiques H1 et de première génération. Et on sait que les antihistaminiques de première génération contiennent un anticholinergique qui est efficace en cas de rhinite non allergique. Et donc, on est devant une rhinite mixte. Et c'est ça, le parcours de Madame Sonia nous expose la complexité du diagnostic d'une rhinite mixte. Mais pas que, et j'appellerai ça une rhinite plus, puisque Madame Sonia présente également des comorbidités. Elle a un asthme associé, puisqu'elle a une toux incessante et une hyperréactivité bronchique aux explorations. Elle a des rhinosinusites récidivantes et elle a des problèmes otitiques en rapport avec un dysfonctionnement tubaire dû à sa rhinite. Et ces comorbidités se voient non seulement dans les rhinites allergiques, rhinite non allergique, et dans les rhinites mixtes, c'est encore plus important. Il faut tenir compte également qu'elle soit coiffeuse. Donc, et elle a une exacerbation de ses symptômes sur le lieu de travail. Donc, elle peut avoir une rhinite professionnelle, qu'elle soit allergique ou irritative, d'où l'intérêt de faire un test de provocation nasale.
Donc, qu'est-ce qu'une rhinite mixte? Et là, je vais répondre à Maya qui m'a posé la question hier pour me dire c'est quoi la rhinite mixte? C'est un phénotype particulier de rhinite chronique qui associe deux mécanismes totalement différents et qui s'additionnent. D'une part, un mécanisme allergique que vous connaissez tous, qui est IgE médié, qui fait intervenir la réponse TH2 biphasique avec une phase précoce puis une phase tardive, mais également une rhinite non allergique, c'est une rhinopathie neurogène qui fait intervenir le système autonome avec un dysfonctionnement du système sympathique et parasympathique. Et donc, cette association aboutit à une inflammation chronique de la muqueuse nasale où les deux composants se potentialisent et rendent la prise en charge encore plus complexe. Donc, on peut se poser la question, quelle est la prévalence des rhinites mixtes? Certes, elle est fréquente, mais sous-diagnostiquée, puisque dans la littérature, on constate que 35 à 50% des rhinites chroniques sont en fait des rhinites mixtes. Chose importante, dans une étude qui est assez ancienne, de 2006, où Brandt a collecté une cohorte de 3398 patients, dont 90% avaient une rhinite allergique, 90% qui avaient une rhinite allergique avaient une réaction à des symptômes, à des irritants non allergiques, essentiellement les changements de température, la fumée de tabac, les parfums et les produits de nettoyage. Donc, quand est-ce qu'on va suspecter une rhinite mixte? La situation la plus fréquente, c'est que vous avez un patient qui a une rhinite allergique, mais qui répond mal au traitement, aussi bien antihistaminique de deuxième génération ou les corticoïdes locaux. Également, on parle de rhinite allergique, entre parenthèses, difficile à traiter. Quand vous avez des symptômes qui persistent hors exposition allergénique, quand il y a une discordance clinique entre la clinique et le bilan allergologique, et surtout quand vous avez une rhinite allergique et que vous avez des symptômes également déclenchés par le froid, les odeurs, le stress et la fumée. Il faut savoir que cette rhinite mixte, dans cette rhinite mixte, les symptômes sont beaucoup plus intenses et les réponses au traitement sont partielles. Donc, revenons au cœur du sujet. On m'a demandé de parler du diagnostic différentiel. Devant une rhinite mixte, il faut savoir écarter en premier une rhinite allergique pure. Et cette rhinite allergique où il y a une cohérence entre la symptomatologie clinique et les tests cutanés. Mais un diagnostic qui est très difficile à écarter, c'est l'entopie ou rhinite allergique locale, où les tests cutanés sont négatifs, mais c'est le test de provocation nasale qui est positif en réaction à des IgE locaux qui sont fabriqués dans la muqueuse nasale elle-même. Il faut écarter également la rhinite non allergique pure, qui, dans 80% des cas, est représentée par la rhinite vasomotrice en réponse à des facteurs environnementaux. Il est à noter que dans un questionnaire effectué par Bernstein, dans une étude effectuée par Bernstein, se reposant sur un questionnaire objectif sur l'indice d'irritant, il a pu reclasser 25% des rhinites allergiques en rhinite mixte. Donc en fait, c'est une rhinite assez fréquente. Est-ce qu'il y a un continuum entre rhinite allergique et rhinite mixte? Certes, on sait tous qu'il y a une interaction synergique entre les réponses IgE spécifiques et les réponses au pollen atmosphérique, notamment l'ozone et les particules de diesel. Et donc la rhinite mixte peut être considérée comme une forme évolutive de la rhinite allergique qui apparaît progressivement en raison d'une stimulation immunitaire accrue, secondaire à une exposition prolongée à des substances chimiques. Autrement dit, il y a une stimulation des récepteurs nasaux suite à cette rhinite allergique qui stimulerait donc les irritants non allergéniques. Donc revenons à notre patiente, Madame Sonia. Madame Sonia a été mise sous traitement. On lui a préconisé une éviction allergénique avec une réduction de contact avec le chat et avec les irritants, un reclassement professionnel, lavage du nez au sérum physiologique à grand débit. On lui a prescrit également un corticoïde local et un antihistaminique de première génération. Sauf que Madame Sonia signale l'apparition d'une épistaxis récidivante qui a été mise sur le compte des effets indésirables de la corticothérapie locale qu'on voit dans 5 à 10% des cas. Est-ce que ça vous paraît logique? Eh bien non. Eh bien non. Il faut systématiquement passer à l'endoscopie et se méfier des épistaxis récidivantes. Donc, une rhinite peut en masquer une autre. Il faut se méfier également des céphalées, des algies crânio-faciales, des troubles de l'odorat, une rhinorrhée purulente ou sanglante, une mauvaise réponse au traitement ou une intervention rapide, les rhinites monosymptomatiques, comme la rhinite
mixte ou allergique est une inflammation de toute la muqueuse nasale, donc ça ne peut pas être un seul symptôme qui la révèle. Et donc quand vous avez un seul symptôme, il faut systématiquement demander une endoscopie. L'unilatéralité des symptômes aussi doit attirer l'attention et bien sûr les déformations de la pyramide nasale ou des modifications cutanées qui doivent attirer notre attention. Et donc dans ce cas-là, il faut faire une endoscopie qui s'impose devant des symptômes atypiques, mais également devant une mauvaise réponse au traitement et surtout, si Ali connaît très bien ça, l'asthme non contrôlé, il m'envoie tout le temps de ces malades pour un asthme non contrôlé pour faire une endoscopie nasale. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'aspect typique dans les rhinites chroniques. On peut avoir une muqueuse inflammatoire, une hypertrophie turbinale, des sécrétions séreuses, mais chose importante, il n'y a pas de polype. Et donc, il ne faut pas hésiter à demander une imagerie quand vous avez un doute diagnostique. Et donc, le diagnostic différentiel des rhinites chroniques, au vrai sens du mot, passe par une endoscopie, mais également une imagerie. Et à la tête de ces diagnostics différentiels, nous rencontrons la polypose nasosinusien, qui est un dysfonctionnement nasosinusien chronique. La prévalence est de 1 à 4% de la population, 40% sont asthmatiques, 30% il y a d'allergies, mais c'est un cofacteur et ce n'est pas une cause de la polypose. Il y a des troubles olfactifs et souvent une anosmie, alors que dans la rhinite mixte, c'est plutôt une hyposmie. Le diagnostic, il est endoscopique. On a des polypes en grappe de raisin que vous voyez sur l'endoscopie, qui comble le cornet moyen, mais chose importante, c'est que ça comble les deux meilleurs moyens. Si vous avez une polypose unilatérale, il faut se méfier parce que ça pourrait être un polype sentinelle qui cache une tumeur sous-jacente. Et donc le traitement, il est médico-chirurgical, il est à la fois médical et chirurgical, et actuellement, on a recours à la biothérapie. Il faut différencier un autre type de polypose qu'on appelle la CCAD, au sens de la Compartment Atopic Disease, qu'on voit dans la rhinite allergique, où les polypes sont centrés sur la partie respiratoire du nez, et donc sur le cornet moyen, et elle est totalement différente de la polypose, puisque vous avez généralement un ethmoïde qui est vide, vide des polypes sur le scanner, alors que dans la polypose, c'est une pathologie ethmoïdale où on a un comblement de toutes les structures sinusiennes. Un autre diagnostic, par analogie avec la PPA, c'est la RSFA. Et là, c'est une polypose qui s'intègre dans le cadre des rhinosinusites fongiques, où vous avez des polypes, mais également vous avez ce qu'on appelle de la mucine allergique. Et donc, quand vous avez en endoscopie cet aspect de beurre dans les fosses nasales, il faut penser à la RSFA. Dans le traitement, ne peut être que chirurgical. Et sur le scanner, vous voyez qu'il y a beaucoup de dégâts osseux avec cette RSFA, avec des déhiscences au niveau de la base du crâne. Et donc, ça reste une chirurgie assez difficile où il y a un contact donc, avec les méninges, comme vous le voyez sur cette coupe sagittale. Sur le scanner, une des caractéristiques, et ça aussi ne va pas me contredire, c'est cet aspect hyper intense, hypo-intense sur l'imagerie qui va faire le diagnostic. Donc, une autre forme de sinusite qui peut prêter la confusion donc, avec les rhinites, c'est la sinusite œdémato-purulente, qu'on appelle, les Français l'appellent SOP. C'est une forme assez particulière qui pose un problème de diagnostic, un problème thérapeutique. Elles peuvent être idiopathiques, secondaires à une dysbiose, mais surtout elles peuvent rentrer dans le cadre d'une mucoviscidose, d'un déficit immunitaire ou d'une dyskinésie ciliaire. Et donc, c'est une rhinorrhée mucopurulente bilatérale chronique. Quand on fait un scanner, c'est une atteinte pansinusienne comme vous voyez ici. En cas de suspicion d'atteinte pulmonaire chez un patient présentant une SOP tout chronique bronchorée, il faut faire un scanner thoracique, donc en coupe millimétrique à la recherche d'une DDB et qui est assez fréquente. Le traitement, il est assez difficile. Il faut faire un prélèvement de pus et généralement c'est un pseudomonas. Et la prise en charge doit être pluridisciplinaire entre l'interniste, le pneumo et l'ORL. Il y a d'autres diagnostics qui peuvent se poser avec la rhinite chronique et les rhinites mixtes qui peuvent mimer l'obstruction nasale de la rhinite ou la majorer. Tout d'abord, la déviation septale, qui est une pathologie très fréquente qu'on voit dans presque 90% des sujets, le diagnostic qui se fait en endoscopie. Elles peuvent être associées à la rhinite et augmenter donc sa sévérité.
Elle augmenterait le risque de perforation quand on utilise la corticothérapie locale. La septoplastie doit être faite pour améliorer l'obstruction nasale, mais le résultat fonctionnel est moins bon en cas de rhinite, donc de cette septoplastie. Et vous voyez, donc c'est le scanner qui nous montre une déviation de la cloison nasale. Comme vous voyez ici, c'est carrément un éperon qui obstrue la fosse nasale droite. La pathologie des valves nasales, c'est un collapsus narinaire à l'inspiration. Comme vous voyez ici, le diagnostic il est difficile, on n'y pense pas, mais il faut faire ce qu'on appelle la manœuvre de Cotte. Il faut tirer un peu sur la joue pour élargir donc la valve nasale, et comme ça on a une amélioration de la respiration ou mise en place d'un stylet pour élargir la valve interne, et c'est comme ça qu'on fait le diagnostic. Et dans ce cas-là, il ne faut pas faire uniquement une septoplastie, mais il faut faire également une chirurgie de la valve nasale par un renforcement cartilagineux de l'aile narinaire. Un autre diagnostic qui est heureusement rare, qui pose un problème, c'est l'atrésie choanale, et l'atrésie choanale chez l'adolescent et l'adulte, parce que l'atrésie choanale, quand elle est bilatérale, elle donnerait une détresse respiratoire chez le nourrissant, et le diagnostic il est fait en période néonatale. Par contre, l'atrésie choanale donc est suspectée devant une obstruction nasale avec une rhinorrhée chronique. L'endoscopie et le scanner font le diagnostic et le traitement ne peut être que chirurgical. Vous voyez qu'il y a un mur ici qui obstrue la fosse nasale par derrière, qui ne permet pas à l'endoscope de rentrer dans le caveau. Là, on passe à des choses beaucoup plus graves. On n'est plus dans le fonctionnel, on est dans le vital. Il est rare qu'une tumeur soit prise pour une rhinite. Il faut rechercher toujours des signes atypiques, essentiellement l'épistaxis. Donc, cette pathologie tumorale peut mettre en jeu le pronostic vital. Il peut s'agir de tumeurs bénignes, mais également de tumeurs malignes. Il faut rechercher une exposition à des toxiques carcinogènes, et la prise en charge, bien sûr, dépend du contexte clinique, du type histologique et de la localisation tumorale. Première tumeur par sa fréquence, c'est le papillome inversé, c'est la tumeur bénigne la plus fréquente, et là il y a toujours des confusions entre la polypose et le papillome inversé, parce que vous voyez que c'est un aspect en grappe de raisin, mais fait important, c'est une pathologie unilatérale. Donc, la polypose, c'est bilatéral. Par contre, le papillome inversé, vous avez un aspect en grappe de raisin, mais qui obstrue uniquement une seule fosse nasale. Et que si vous faites une imagerie, ça aussi ne va pas me contredire, il y a un aspect assez typique, cet aspect cérébriforme sur l'IRM qui fait suspecter le diagnostic, et il faut faire une biopsie pour le confirmer. Un autre type de tumeur, c'est le fibrome nasopharyngien juvénile ou tumeur de l'adolescent de sexe masculin qui donnerait une obstruction nasale et des épistaxis. Et je me rappelle qu'une fois j'ai opéré un patient, un jeune qui avait un fibrome nasopharyngien, mais qui avait une déviation de la cloison nasale, et son obstruction nasale a été mise sur le compte de la cloison. Il a eu une septoplastie alors qu'il y avait une tumeur cachée dans le méa moyen, et ça prend naissance généralement au niveau du trou sphénopalatin. Il y a des cas où on peut les opérer, c'est l'idéal, sinon il faut passer à la radiothérapie quand c'est inopérable. Là, on passe à des tumeurs malignes. Il est exceptionnel qu'elles miment une rhinite, mais je vous rapporte le cas d'une patiente âgée de 70 ans qui a été traitée pour une rhinite mixte, mais après elle a commencé à avoir des sécrétions sanguinolentes depuis 6 mois. Donc elle m'a été adressée, vous voyez une endoscopie où on voit cette formation polypoïde qui a un aspect un peu rougeâtre de la fosse nasale. J'ai fait un scanner et une IRM, et le radiologue a conclu plutôt à une mucoselle, mais c'était un mélanome malin des fosses nasales. Un autre diagnostic qui, là, dans la littérature, il y a beaucoup de cas qui ont été pris pour des rhinites hypersécrétantes, c'est la rhinorrhée cérébrospinale ou l'écoulement de LCR par le nez en position tête penchée. Et donc, il y a eu plusieurs cas, comme je vous ai dit, rapportés dans la littérature. Et il faut faire, bien sûr, une imagerie. Chez ce patient, c'est une méningocèle de la fosse nasale. Donc, vous voyez qu'il y a une déhiscence ici de la lame criblée et qu'il y a une formation qui descend dans la fosse nasale et qui est remplie de LCR. Là, c'est une forme un peu plus discrète où vous voyez du LCR qui descend dans la fente olfactive, et c'est une déhiscence aussi de la lame criblée. Et il faut fermer cette ouverture donc méningée chirurgicalement. Ça se fait actuellement par voie endoscopique. Et pour faire plaisir à Maya, on va parler des rhinites et des maladies de système.
il y a certaines vascularites qui peuvent se manifester par des rhinites, essentiellement la granulomatose de Churg-Strauss ou également la maladie de Wegener. Je vous montre le cas d'un patient qui avait une maladie de Wegener. Le diagnostic, il est fait bien sûr par une biopsie de la muqueuse nasale. Il faut savoir que les atteintes naso-sinusiennes se voient dans 60 à 90% des cas de maladies de système et que dans 25% des cas, elles révèlent la maladie. Donc, c'est des atteintes œdémato-purulentes et croûteuses assez caractéristiques et sur le plan clinique, c'est une obstruction nasale, c'est une rhinorrhée et également associée à une épistaxis parfois. Donc, revenons à notre patiente, Madame Sonia. Madame Sonia a eu un scanner des sinus et une endoscopie et je vous montre le scanner. Est-ce que, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut porter le diagnostic sur un scanner du massif facial? Bingo. Donc justement, les radiologues, et ça ne diminue en rien la valeur des radiologues, parlent souvent de sinusite par un comblement que vous voyez ici au niveau de la cuvette maxillaire sous forme d'un polype. En fait, c'est un incidentalome. C'est un incidentalome qui se voit dans 20% des cas, et donc qui n'a aucune signification pathologique. Donc quand vous voyez des kystes comme ça, c'est soit des kystes en réaction à des apex dentaires, soit que c'est des kystes qui se forment au niveau de la muqueuse. Avant, on s'amusait à les opérer, ils récidivaient, on les réopérait, alors qu'ils n'ont aucune incidence pathologique. Et donc je reviens à l'endoscopie de Madame Sonia. C'est un incidentalome, c'est-à-dire que c'est quelque chose de banal, de physiologique. Il ne faut pas prendre en considération ces petites images en coucher de soleil qui comblent le bas-fond sinusien. Ce n'est sûrement pas une sinusite. Et donc, oui, c'est pour ça que j'ai voulu montrer le scanner de cette patiente. En fait, je vous remets l'endoscopie de cette patiente. Est-ce que quelqu'un aurait un diagnostic? Mejit. C'est un polype saignant de la cloison qui explique l'épistaxis que Madame Sonia a eue avec l'utilisation des corticoïdes. Donc vous voyez ici un angiome, voilà, c'est le polype saignant de la cloison qui se voit au niveau de la tache vasculaire. Voilà, il est tout petit. Et donc, quelle attitude chirurgicale? Il faut l'enlever chirurgicalement, tout simplement. Oui, c'est pour ça. Non. C'est un petit angiome au niveau de la fosse nasale. Et c'est assez fréquent. Pourquoi j'ai dit mais? Parce que je l'ai traité de ça. C'est juste une anecdote. Donc, elle a eu une exérèse chirurgicale du polype saignant. Elle a été mise sous l'association corticoïde antihistaminique pour cibler les deux contingents, rhinite allergique et rhinite non allergique. C'est ce qui est préconisé actuellement dans la littérature. Il faut en fait mettre dans le nez les deux molécules antihistaminiques et corticoïdes. Pourquoi les antihistaminiques? Parce qu'ils ont une action sur les récepteurs TRPV et donc ils bloquent les voies neurogènes de la rhinite non allergique et donc c'est comme ça qu'on peut avoir une amélioration des rhinites mixtes. Donc ils sont beaucoup plus efficaces dans les rhinites mixtes que les corticoïdes locaux seuls. Dans une étude de Raiden, 50% uniquement de patients ont eu une amélioration avec les corticoïdes seuls. Deux molécules disponibles actuellement, il y a l'azélastine fluticasone, mais également il y a l'opotadine mométasone. Je vais juste vous parler un peu du traitement chirurgical des rhinites, c'est une seule plaque. Il y a la chirurgie turbinale qu'on peut préconiser dans les rhinites mixtes, ça améliore l'obstruction nasale et actuellement on préconise ce qu'on dit turbinoplastie, c'est-à-dire qu'il faut laisser le maximum de muqueuse du cornet inférieur, il ne faut pas changer l'anatomie interne de la fosse nasale, sinon on va tomber dans les rhinites croûteuses et ce qu'on appelle le emptynose ou le syndrome du nez vide, qui est encore plus pénible à soigner qu'une rhinite. Et la neurectomie vidienne, c'est-à-dire qu'on va vers le nerf vidien, donc le cautériser ou lui faire une séance de laser, et ça permet d'améliorer l'obstruction nasale et la rhinorrhée dans plus de 82% des cas.
Donc, je vous montre le cas d'une hypertrophie turbinale, comme on voit en endoscopie. Vous voyez ici un cornet inférieur qui est hypertrophié. Et donc, pour conclure, la prévalence réelle des rhinites mixtes dans la population générale est significativement sous-estimée dans la littérature. Elle est en réalité beaucoup plus fréquente et un grand pourcentage de rhinites allergiques sont en fait des rhinites mixtes, ce qui peut expliquer l'inefficacité partielle des traitements classiques, en outre la corticothérapie locale. La présence de symptômes atypiques d'une mauvaise réponse au traitement ou d'une évolution inhabituelle doit alerter le clinicien. Face à ces situations, il est indispensable de recourir à l'endoscopie nasale et à l'imagerie pour affiner le diagnostic différentiel et bien sûr adapter la prise en charge. Et donc je vous remercie pour votre attention. Merci Céline pour cette très belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Sinon je vais commencer moi. Tu as parlé de l'endoscopie nasale quand il y a une rhinite monosymptomatique, mais je pense que tu es d'accord avec moi, avec surtout les pneumologues. Quand nous avons une rhinite allergique, évidemment associée au NOALAS, il faut automatiquement et systématiquement envoyer à l'ORL pour faire un examen ORL de façon systématique. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, devant toute symptomatologie rhinitique ou symptomatologie nasale, normalement, il faut faire une endoscopie nasale. Entre le secteur libéral et le secteur public, il y a une différence parce que quand un pneumo va envoyer son malade à l'ORL pour faire une endoscopie dans le secteur libéral, il sait que ça va payer une consultation. Bon, généralement, ils les retiennent, mais sincèrement, moi, les pneumos avec lesquels je travaille, qui sont là, on fait systématiquement une endoscopie, même en l'absence de symptômes rhinitiques. Quand vous avez un asthme, qu'il soit bien contrôlé ou mal contrôlé, il faut systématiquement examiner les fosses nasales puisqu'on peut avoir une pathologie rhinitique dans plus de 80% des cas chez l'asthmatique. Merci. Bernard. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Samuel. C'était passionnant pour les gens qui sont médecins comme nous et pas chirurgiens pour faire la connexion. Question par rapport aux atropiniques. Tu disais que dans les premiers anti-H1, ils étaient avec une notion d'atropinique. Est-ce que vous utilisez les atropiniques directes en goutte nasale? Oui, la trouvant. Est-ce que tu n'en as pas parlé du tout, mais vous l'utilisez? Oui, on l'utilise. En cas d'hydrorrhée, en fait. Quand il y a une rhinite hypersécrétante, on préfère les atropiniques, qui ne sont pas disponibles en Tunisie. Il n'y a pas de problème avec le moelle, ça va? Il faut une courte période. Hein. Même les vasoconstricteurs, de toute manière, il ne faut pas dépasser les 7 jours. Hein. Bon, tu vas poser une question ou pas? Oui. L'indication des hémostatiques en cas d'épistaxis, parce que dans les rhinites allergiques, souvent quand on donne des corticoïdes, ça favorise les saignements, les épistaxis. Bon, j'ai compris qu'il faut envoyer vers l'ORL pour faire soit une coagulation, soit chercher d'autres diagnostics épidémiologiques. Mais est-ce que vous utilisez des hémostatiques HEC par exemple pour arrêter? Oui, on l'utilise, mais je vais juste ouvrir une petite parenthèse sur ça. En fait, pourquoi on a une épistaxis avec les corticoïdes locaux? Parce que la tache vasculaire, elle est à la partie antérieure du septum. Et donc, voilà, c'est traumatique. Donc, ce que je préconise, moi, c'est de faire les corticoïdes de façon croisée. Donc, voilà. Là, il faut soulever plutôt l'aile narinaire d'un côté et puis l'aile de l'autre et ne pas toucher la tache vasculaire pour ne pas causer d'épistaxis.